Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. C'est la deuxième vidéo consacrée aux planètes maîtresses en psychoastrologie. Dans la première vidéo, je vous ai parlé des planètes qui gouvernent chaque signe au niveau de la construction et de l'affirmation du rayonnement de la personnalité. Ce sont les planètes qui sont connues par les astrologues de manière classique, habituelle. Voilà, explicité à travers l'horoscope et toutes les démarches un peu comme ça d'analyse de thèmes de naissance. Après, si on lit les livres d'Alice Bailey, on découvre que pour chacun des 12 signes astrologiques, il existe une planète au niveau de la personnalité, une planète qui va gouverner sur le plan de l'âme. Et donc, si on travaille sur ce plan-là, pour le signe concerné, on va travailler du coup avec une autre planète que celle de la personnalité. Et ensuite, il y en a encore une au niveau de l'esprit, mais ça ne nous concerne pas vraiment parce que c'est un niveau d'évolution sur le plan de la conscience qui est très loin de nous. On pourrait dire que la planète de la personnalité, c'est toutes les personnes qui sont en développement, en construction de leur personnalité, tandis que les planètes qui nous intéressent sur le plan de l'âme, ce sont ceux qui ont déjà une personnalité bien construite, qui n'est peut-être pas terminée encore parce que ça prend du temps et parce qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'on a une personnalité qui n'est pas complètement construite qu'on ne peut pas déjà aussi contacter l'âme. Mais ça peut être donc intéressant d'identifier effectivement ces planètes-là et de savoir selon ce que l'on veut faire, selon où l'on en est dans sa vie, si on va travailler plutôt avec un niveau et donc plutôt avec une planète ou avec une autre. Ça va me pousser à vous expliquer un peu ce qu'est l'âme, donc toujours selon les livres d'Alice Bailey. Alors après, il n'y a pas que les enseignements du tibétain qui parlent de l'âme, il y a beaucoup d'autres auteurs qui en parlent. Personnellement, moi, je vais puiser aussi d'autres informations dans les livres de Omraim Michael Ivanov, Annie Marquier, qui a, si je puis dire, vulgarisé aussi les livres d'Alice Bailey, les enseignements du tibétain. Michael Rhodes aussi. Voilà, donc après, il y en a encore plein d'autres et sûrement plein que je ne connais pas. Mais donc, n'hésitez pas aussi à faire vos propres recherche, lecture et éventuellement, si vous avez des auteurs à conseiller, peut-être à les mettre dans les commentaires, ça peut servir. Merci à vous. Donc, je vais vous proposer dans cette deuxième vidéo, il y en aura une troisième par la suite, les planètes maîtresses de l'âme des 6 premiers signes du zodiaque, donc du Bélier à la Vierge, et je vous donnerai, comme pour la première vidéo, des exemples avec des personnalités, des personnages historiques qui, selon moi, alors peut-être que je vais me tromper, hein, mais selon moi, avaient déjà commencé à établir un contact avec leur propre âme et leur contribution au monde à travers leur domaine d'activité, leur domaine de créativité, si je puis dire, a, selon moi, témoigné de ce contact à l'âme. Et je vous montrerai comment, quand on interprète le thème de ces personnes en allant voir la planète maîtresse de leur signe au niveau de l'âme, de leur signe solaire au niveau de l'âme, on a des clés justement de compréhension de leur contribution au monde. Voilà, donc connaître aussi les planètes maîtresses au niveau de l'âme est particulièrement intéressant à mettre en lien avec notre ascendant, parce que l'ascendant est considéré comme l'objectif de l'âme, et donc savoir voilà, quelle est la planète maîtresse qui correspond à l'ascendant, c'est aussi avoir des indications sur comment travailler au mieux à intégrer et à exprimer les qualités de notre ascendant. Quelques mots donc concernant l'âme, ce qu'elle est, hein, selon encore une fois les livres d'Alice Bailey. Donc je fais vraiment un court résumé, hein, parce que c'est un sujet très vaste et relativement encore abstrait, hein, tant que l'on n'en est pas à vivre sur le plan de l'âme. On est beaucoup dans la théorie. Ceci dit, on a tous, au cours de notre vie, des contacts avec l'âme. En fait, l'âme est constamment présente. On ne serait pas en vie incarnée sans la présence de l'âme. Simplement, c'est est-ce qu'on la laisse passer, est-ce qu'on lui permet de s'exprimer ou est-ce que nos corps, notre matière est encore trop dense et l'âme se tient un peu en retrait
et n'a pas toujours la possibilité de manifester ses grandes qualités. Donc, premier point de définition un peu de l'âme, elle est ce qui naît de la rencontre entre l'esprit et la matière, hein. C'est l'enfant, si je puis dire, de l'esprit et de la matière. Donc, l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus haut, hein, c'est Dieu, si je puis dire. Et ensuite, ben, la matière, c'est ce qu'il y a de plus dense, de plus concret. Et lorsque les deux rentrent en contact, à ce moment-là, il émerge l'âme. L'âme est ce qui est à la base de la conscience, c'est-à-dire le fait que nous ayons une conscience et aussi un niveau de conscience, c'est l'indicateur que l'âme est présente en nous. Donc, quand on parle aussi de bonne ou de mauvaise conscience, cette petite pensée ou cette petite voix derrière, en arrière-fond qui nous fait dire que ça c'est juste, ça c'est pas juste, et qui va au-delà de l'éducation, qui va au-delà des normes un peu sociétales, mais où on sent que là, il y a quelque chose que l'on on est en train de faire ou en train de dire qui fondamentalement n'est pas juste, n'est pas correct. Bon, ben, c'est déjà un peu la voix de l'âme en nous qui s'exprime. Pas très clairement, mais elle est déjà là. Et l'âme est la force de l'évolution, c'est-à-dire c'est ce qui pousse à évoluer et justement à évoluer en conscience. Sans âme, ben, il n'y aurait pas franchement ben, il y aurait pas d'évolution, il n'y aurait pas de vie déjà, mais il n'y aurait pas non plus d'évolution. Toujours selon les livres d'Alice Bailey, on apprend que l'âme est présente dans tous les règnes de la nature, c'est-à-dire que non seulement au niveau des humains, mais les pierres, les plantes, les animaux ont tous une âme. Ce n'est pas la même qualité, elle n'a pas les mêmes attributs selon les différents règnes, mais l'âme est présente partout dans tous les règnes de la nature. Chez les minéraux, elle va leur donner, par exemple, ces propriétés qui fait qu'on va les utiliser dans certains soins, comme avec la lithothérapie. On dit que voilà, telle pierre a telle qualité et qu'elle peut guérir ou aider à se sentir mieux. Bon, mais ça, c'est l'âme de la pierre qui s'exprime à travers ben, cet objet hein, qui est la pierre. Idem avec les végétaux. Hein, si on pense par exemple aux fleurs de bac, on peut, selon les végétaux, sentir qu'ils ont des qualités, des propriétés, hein, entre guillemets, des pouvoirs particuliers. Donc ça, c'est l'expression de l'âme dans le végétal. C'est ce qui leur donne aussi leur couleur et puis tous leurs attributs, hein, la forme, le parfum chez les fleurs est dû à l'âme de la plante. Et chez les animaux, c'est ce qui leur donne l'instinct au départ. Et puis pour les animaux, ben, les prédateurs, la capacité de chasser leur proie. Et pour les animaux les plus évolués, ceux qui ont une conscience ben, déjà bien évoluée, elle les pousse à se rapprocher de l'être humain, puisque l'humain, c'est le règne qui est juste au-dessus de celui des animaux. Chaque règne tend à se rapprocher, quand il est évolué, du règne qui lui est supérieur, et donc tout ce qui est animaux domestiques ou animaux qui, effectivement, vont avoir une proximité avec l'être humain et qui la recherchent, hein, ben, on a le témoignage chez eux d'une âme qui effectivement va vers l'être humain dans un but un peu de poursuite de leur évolution, d'apprentissage, parce que les êtres humains peuvent apprendre beaucoup de choses aux animaux. Et évidemment, il faut que ce soit fait avec amour, avec respect de l'animal, mais n'empêche que c'est une façon d'accompagner les animaux dans leur évolution de conscience. Toujours selon les livres d'Alice Bailey, on apprend que les âmes seraient divisées en 7 grands groupes. On va parler de rayons, hein, les sept grands rayons. Hein, par exemple, il y a des âmes qui appartiennent au groupe du rayon 1, et là, ce sont toutes les âmes qui sont sur la ligne de pouvoir, de volonté. Les âmes de rayon 2 sont sur la ligne de l'amour, sagesse, rayon 3, intelligence créatrice, etc. Je ne rentre pas dans le détail ici. Après, toutes les âmes sont fondamentalement unies. Hein, l'âme ne connaît pas la séparativité. Hein, c'est vraiment un monde d'unité. Hein. Mais chaque âme peut appartenir à un groupe qui va spécialiser ses capacités ou ce qu'elle peut avoir à amener sur la Terre. Il n'y a pas vraiment de lien direct entre le groupe d'âmes et la carte astrologique, le thème de naissance. On ne peut pas dire que parce que on a telle configuration astrologique, on appartient
à tel groupe d'âmes, mais n'empêche que ça va se compléter et c'est intéressant effectivement de le voir comme quelque chose qui donne des indications sur les spécificités de chaque personne et ce qu'elle peut aussi, encore une fois, apporter dans ce monde. Quand on commence vraiment à développer le contact avec l'âme, on va sentir qu'effectivement, on a une espèce de double nature en nous. On a quelque chose qui nous tire vers le haut, qui tend à nous faire manifester le meilleur de nous-mêmes. Et puis, on a une nature beaucoup plus individualiste, égocentrée, mais aussi des choses qui peuvent nous plomber, nous tirer vers le bas. Donc, avoir ce contact avec l'âme, c'est réaliser en fin de compte que c'est un peu comme s'il y avait plusieurs êtres en nous, plusieurs identités, et donc d'être tiraillé entre les deux aspects. C'est la fameuse histoire indienne des deux loups, savoir qu'il y a deux loups en nous, et donc savoir lequel on nourrit, parce qu'effectivement, ça va déterminer notre chemin d'évolution. Ça veut dire aussi que quand on commence à avoir ce contact avec l'âme, à un moment donné, on va justement être de plus en plus intéressé par des sujets qui sont liés à l'âme. C'est une quête du moi ou du soi supérieur. Donc, on va se mettre peut-être à lire des bouquins sur le sujet. On va se mettre à méditer, on va chercher à rencontrer des gens, à faire peut-être partie à rentrer dans des ateliers, à assister à des conférences qui vont parler de ce sujet-là. Après, c'est pas forcément parce qu'on s'intéresse à l'âme qu'on a un contact avec l'âme qui est plus ou moins développé. Il y a certaines personnes qui peuvent être absolument pas dans ce monde-là et avec ce vocabulaire-là et témoigner quand même de qualités qui sont des qualités du plan de l'âme. Donc, lorsqu'en tout cas on cherche à travailler consciemment avec avec l'âme présente en nous, petit à petit, ça va nous permettre de rentrer dans une vie qui est plus abondante, plus libre. On va se dégager des difficultés, des lourdeurs de la matière et de la personnalité. Alors attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il en faut des vies et des vies pour en arriver à ça. Parce que la matière est lourde, la matière est vraiment comment dire, elle obstrue quand même l'expression de l'âme. Et puis derrière, il y a aussi tout le karma qu'on a pu accumuler. Enfin bon, donc c'est tout un travail comme ça, mais de libération qui va prendre du temps, mais n'empêche que petit à petit, et donc chaque vie a un impact à ce niveau-là. On peut se libérer des pulsions les plus basses, des peurs, des émotions les plus plombantes, voilà, pour aller davantage vers notre nature supérieure. Et lorsqu'il y a un vrai contact avec l'âme qui commence à être développé, ça va se manifester par une forme de service, parce que l'âme est service. C'est une définition de l'âme. Servir, c'est quoi? C'est avoir une contribution pour le monde, une contribution en termes de beau, de bien, de vrai, qui n'est pas forcément hyper visible dans le sens où vous n'allez pas devenir hyper connu parce que d'un coup, voilà, vous avez une contribution majeure. Certaines personnes peuvent le faire, mais d'autres vont être plus de manière diffuse ou un peu, si je puis dire, ensourdie, en arrière-plan. C'est la personnalité qui cherche les lumières de la scène et à être remarquée. L'âme, elle n'a pas besoin de ça. L'âme, c'est, on va dire, la figure du personnage qui fait son boulot et une fois qu'elle l'a fait, elle s'en va et elle se soucie pas d'être reconnue, d'être applaudie, elle s'en moque de ça. Donc, c'est pas parce que on n'a pas l'impression de faire quoi que ce soit qui nous vaut une reconnaissance énorme que l'on ne fait pas un travail d'âme. Ça peut se jouer aussi de manière très, très douce et très diffuse. Et donc, petit à petit, on va découvrir qu'il y a en nous des qualités qui sont, si je puis dire, d'un autre monde, qui sont du monde de l'âme. Et on va sentir leur présence tout d'abord, peut-être à des moments très, très ponctuels, des moments très brefs, tout comme on peut sentir aussi des intuitions. Ça aussi, c'est relié au plan supérieur. Et puis parfois, on va repartir un petit peu dans nos côtés plus bas, plus sombres, plus au ras des pâquerettes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche à développer ce contact avec l'âme et qu'on manifeste aussi une forme de service, plus on rentre dans cette expression du meilleur de soi, où on cherche à, encore une fois, apporter du bien, du beau, du vrai. Petit à petit, on développe comme ça ce contact avec l'âme. Devenir âme, c'est donc au fur et à mesure de nos incarnations, savoir ce que l'on est venu réaliser sur Terre et le faire. C'est-à-dire qu'on a un sens de la direction, on sait pourquoi on est là
et on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas des obstacles, qu'on n'aura pas d'autres problématiques à gérer à côté, que voilà, ce ne sera pas toujours évident. Encore une fois, on a toujours un karma à régler et aussi on va rencontrer les résistances de la matière qui sont non seulement les nôtres, mais celles aussi de l'époque dans laquelle nous vivons. Il faut savoir que travailler en tant qu'âme, c'est forcément être innovateur. Et donc, c'est s'attirer aussi les foudres de ceux qui vivent encore sur les stades de conscience qui pour une personne au niveau de l'âme est dépassée, mais sont dépassés, mais qui sont ceux qui sont peut-être le plus majoritaires à un moment donné. Donc, on va remettre en cause certaines idées, certaines croyances, certaines pensées, certaines conventions. Donc, c'est s'attirer aussi des critiques, être éventuellement même jugé comme un fou, ou voilà. Enfin, à l'époque on disait peut-être un hérétique, enfin, peu importe, mais ça tend de toute façon à être montré du doigt. Et l'histoire est pleine comme ça de personnages qui ont amené des choses nouvelles. Hein, je sais pas, on peut penser déjà au Christ, hein, il a quand même fini sur la croix. Donc il faut dire que c'est pas parce qu'on est évolué qu'on va avoir une vie facile et être accepté et que nos paroles vont couler comme ça de source. Non, non, il faut s'attendre au contraire à ce qu'il y ait beaucoup de dénigrement. Mais n'empêche que voilà, il y a quelque chose d'une présence au fond de soi qui fait dire que oui, c'est juste, alors on continue. C'est dur, mais on continue. C'est se connaître aussi donc sur le plan de ses grandes qualités et pouvoir les manifester, les rayonner de plus en plus, encore une fois, puisque ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. C'est pas parce que je réalise que d'un seul coup je suis amour que ça y est, c'est parti, je rayonne cet amour. Non, il y a des moments où je vais me dire, bon sang, celui-là, qu'est-ce qui me tape sur le système? Donc non, là, je ne vais pas être amour. Donc voilà, mais on a contacté des qualités et on va les manifester de plus en plus. Encore une fois, chaque incarnation étant le témoignage du progrès, des progrès réalisés dans la précédente. Et la personnalité va toujours exister, mais elle va passer au second plan. C'est-à-dire que plus l'âme prend, si je puis dire, la domination, plus elle va utiliser la personnalité comme un artisan va utiliser des outils. C'est-à-dire qu'elle va se servir de ce que la personnalité a pu développer, acquérir pour enrichir ce qu'elle et aussi préciser ce qu'elle peut apporter dans le monde concret. Donc, il n'y a pas d'opposition à un moment donné. Il y a des oppositions au début du chemin jusqu'à ce qu'on arrive à un moment de fusion où vraiment les deux deviennent plus qu'un, mais ils travaillent aussi ensemble. Mais ça, c'est tout un chemin aussi. Euh, Travailler en tant qu'âme, ça veut dire aussi percevoir le monde en termes d'ensemble, se reconnaître comme un parmi l'ensemble, ni meilleur ni moins bon. C'est reconnaître l'unité non seulement au niveau de l'humanité, mais avec tous les règnes de la nature. Donc, c'est vraiment avoir une pensée qui est globale, où chaque acte posé, chaque parole prononcée l'est en conscience avec le fait qu'effectivement, ça concerne non seulement ma petite personne, mais aussi les impacts, les conséquences que ça peut avoir sur les autres, sur le monde, hein, que ce soit dans les achats que l'on fait, dans les personnes que l'on côtoie, voilà, dans les choix au quotidien. Donc, c'est contribuer au beau, au bien et au vrai. Et c'est aussi de plus en plus, mais c'est pareil, au départ, c'est inconscient, enfin, c'est pas su, mais plus on avance, plus ça devient conscient, c'est pouvoir travailler, c'est-à-dire avoir sa contribution dans le monde en étant relié à son groupe d'âme, hein, parmi les 7 groupes que j'évoquais. Donc, c'est savoir que voilà, on fait partie de ce groupe-là et on travaille avec ces personnes, les personnes de ce groupe, même si on ne se côtoie pas forcément sur le plan physique, on est relié par on va dire une même contribution et énergétiquement quelque part par les affinités naturelles. C'est donc être un porteur de lumière, hein, quelqu'un qui va irradier aussi de plus en plus la lumière de l'âme au fur et à mesure que lui-même l'intègre. C'est aussi travailler de plus en plus avec la joie, hein. Autant le bonheur, c'est vraiment une préoccupation de la personnalité, autant la joie, c'est une qualité de l'âme et plus on développe le contact avec l'âme, plus on rentre comme ça dans cet espace où il y a de la joie, si je puis dire. Mais bon, euh, c'est tout un travail. Et c'est donc servir le plan avec un grand P, hein, le plan divin qui est un plan d'amour. Notre système solaire a pour objectif
L'amour, même si on ne sait absolument pas ce qu'est l'amour, parce que à l'heure actuelle, on en fait quelque chose d'émotionnel, de sentimental, mais l'amour au sens divin, spirituel, bah déjà, ça n'a pas d'opposition. C'est pas, on va dire que l'amour, par exemple, on va l'opposer aux peurs, c'est le, voilà, hein, ou à l'indifférence, ou à la haine, etc. Donc ça, c'est l'amour émotionnel. C'est vrai pour l'amour sentimental et émotionnel. Par contre, l'amour spirituel, c'est tout. En fait, bon, enfin, en fait, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais c'est quelque chose qui est tellement absolu et encore une fois, qui est l'objectif de notre système solaire que c'est notre objectif. Mais bon, il y a des personnes qui, à certains moments, surtout des âmes qui sont sur le rayon vraiment de l'amour, qui peuvent, à des moments un peu, des moments de grâce, hein, contacter cette énergie d'amour où elles vont se sentir en unité avec tout ce qui est. Voilà. Moi, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont pu vivre ça. Donc, on sait, hein, dans ces cas-là, quand on l'a vécu, qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Bref, donc voilà quelques petits éléments d'information que je voulais partager avec vous concernant ce qu'est l'âme et comment elle peut se manifester. Je vais à présent rentrer dans le vif du sujet, à savoir vous présenter les planètes qui gouvernent au niveau des 6 premiers signes du zodiaque, le plan de l'âme et avec lequel on peut travailler quand on a envie, intérêt à travailler avec le plan de l'âme. Donc, le bélier, vous le savez, si vous vous intéressez à l'astrologie, que Mars est la planète qui gouverne le bélier au niveau classique, donc on va dire au niveau de la personnalité. Si on regarde au niveau de l'âme, toujours selon le livre d'Alice Bailey, on découvre que c'est Mercure qui devient la planète maîtresse du bélier. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bélier qui vit son signe au niveau de la personnalité va être donc avant tout dominé, si je puis dire, par l'énergie martienne, hein, l'énergie de la planète Mars, et donc va être quelqu'un d'actif, qui va être peut-être un peu impulsif, mais aussi en même temps assez courageux. Voilà, il va aller sur le terrain, il est dans l'action, hein, il est dans le fait de faire des choses, il bouge, voilà, il est actif. Lorsque il développe, même au tout début, hein, le contact avec sa planète maîtresse sur le plan de l'âme, avec Mercure, il va se mettre de plus en plus à réfléchir, car c'est la grande qualité de Mercure, c'est une des planètes qui gouverne le plan mental et qui est donc en rapport avec les idées. Et qui nous aide aussi à être inspirés par des idées supérieures. Et donc là, on va avoir une espèce de renversement de tendance où la réflexion va passer de plus en plus avant l'action. Et c'est là où il va y avoir la dualité, en fait, chez les béliers entre le plan personnel et le plan de l'âme. C'est que il y aura toujours d'un côté Mars qui va le pousser à agir, à faire des choses, à se dépêcher, à être assez impatient, impulsif, voire coléreux quand il n'a pas ce qu'il veut. Autant au fur et à mesure qu'il intègre Mercure, il va se mettre un peu plus, voilà, à penser, à réfléchir, à prendre du recul, à analyser, à observer, à étudier, à aller chercher des informations pour vérifier si ce qu'il pense ou le projet qu'il a, ça pourrait être le plus adapté. Et donc, il va considérer que l'être passe avant le faire, avant l'action. Ça ne se fait pas, encore une fois, du jour au lendemain, mais c'est intéressant aussi de voir que selon les types de béliers, certains seront plus évolués, plus avancés et donc plus effectivement orientés vers l'analyse et le monde des idées. Et puis chez les autres béliers, notamment aussi chez les enfants, puisque ça fait partie du parcours d'évolution aussi que l'on retrace de l'enfance à l'âge adulte, ben Mars et le côté actif sera encore très présent. On va dire que vraiment sur le plan de l'âme, le bélier, c'est le signe des télépathes. Alors c'est quoi être un télépathe? Ce n'est pas écouter et entendre les pensées des gens. C'est pas ça la télépathie, ça n'a pas grand intérêt. C'est pouvoir se connecter à des grandes idées, des idées qui émanent des plans supérieurs, justement du plan de l'âme, et donc devenir
si je puis dire, un relayeur d'idées, c'est-à-dire quelqu'un qui va capter une idée nouvelle, quelque chose qui n'était pas encore présent dans notre monde, et qui va la diffuser, la descendre, l'amener comme ça. Voilà, il va la mettre sur le réseau, il va la partager avec d'autres, et l'idée va se diffuser. Donc ces idées peuvent être dans n'importe quel domaine. Là, je vous présente la carte astrologique de Vincent Van Gogh. Donc là, on est sur un peintre, un artiste, donc quelqu'un qui a initié, c'est le rôle aussi du bélier supérieur, du bélier sur le plan de l'âme, qui a initié au niveau de la peinture une nouvelle façon de faire. Il a ouvert sur un nouveau monde sur le plan de la peinture. Donc je vais y revenir un petit peu plus par la suite. Et il a été après, on va dire, suivi par d'autres, et il a inspiré. Donc, il a amené quelque chose, en tout cas une idée nouvelle. Après, ça aurait pu être dans n'importe quel autre domaine de l'activité humaine. Mais en tout cas, on est sur le fait de contacter des idées supérieures et de les amener et de les faire descendre. Donc, voilà, quand on est du signe du bélier, et pour peu qu'on se dise que voilà, on a envie de développer ce contact avec l'âme, allez voir où se trouve Mercure dans le thème de naissance et travailler particulièrement sur la configuration et les qualités de Mercure peut être une façon aussi d'encourager le développement et l'écoute de l'âme. Mercure n'est jamais loin du Soleil, donc en général, ça fait travailler les qualités de son signe solaire, non pas systématiquement, mais c'est souvent le cas. Mais simplement, ça invite effectivement, comme je le disais, à rentrer plus dans un univers de réflexion, d'analyse, de contemplation aussi, et beaucoup moins à être en permanence, on va dire, dans l'action. Pas toujours donc évident hein, pour un bélier, un signe de feu. Qu'est-ce que je peux vous dire pour Van Gogh, pour vous, alors je ne sais pas si je peux dire vous prouver, mais vous montrer qu'effectivement, selon moi, il avait commencé à développer le contact avec l'âme. Je dis commencer parce que euh, il avait encore pas mal de difficultés avec sa personnalité, hein. Bon, on le sait, c'est quand même quelqu'un qui souffrait beaucoup sur le plan psychologique, puisqu'il s'est quand même suicidé. Donc, il n'avait pas non plus un équilibre intérieur et une vie facile au départ. Mais n'empêche que il est reconnu comme l'un des plus grands peintres de notre monde quand même s'il a été reconnu après sa mort. Euh, donc, si il avait vraiment vécu selon uniquement, on va dire, la planète Mars, la planète de sa personnalité de Bélier, donc on voit qu'il a ici Mars en Poisson. Ah ben, à mon avis, plutôt que de finir artiste, il aurait pu finir prêtre ou pasteur. C'est ce qu'il a failli être d'ailleurs, puisque quand je me suis intéressée un petit peu à sa vie, euh, il était parti pour devenir pasteur, mais il a échoué. Je crois qu'il y avait un examen et il y a échoué. Et après, donc, il a quitté, il est parti pour venir vivre en France. Et c'est là, en fait, où vraiment il est devenu passionné par la peinture, au point de rentrer dans une démarche un peu d'analyse. Et donc, c'est là où on voit le travail de Mercure. Donc, Mercure en bélier en maison 10. La maison 10, c'est la maison des maîtres, c'est la maison de la sagesse, c'est la maison des responsabilités, oui, on va dire de ce qui est maîtrisé. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est intéressé au travail des peintres de son époque. Donc, il s'est vraiment appuyé, il a vraiment, on va dire, cultivé l'étude des peintres. Il a visité beaucoup de musées, de galeries. Il a étudié aussi des estampes japonaises et des gravures anglaises. Donc, il a fait ce travail très mercurien d'aller chercher beaucoup d'informations et d'éléments sur la peinture. Et d'ailleurs, ces peintures reflètent bien tous les travaux de recherche qu'il a pu faire, l'étendue de ses recherches artistiques. Donc, il avait vraiment ce côté de travailler, aller chercher le maximum d'informations pour ensuite, surtout au niveau, encore une fois, de ce qui était reconnu, maîtrisé, vraiment voilà, en lien avec la maison 10, hein, on peut aller voir un petit peu, si je puis dire, des experts de son domaine, donc de la peinture, pour ensuite pouvoir lui-même synthétiser tout ça et en fonction de sa propre sensibilité, hein, de sa propre nature,
créer des œuvres et des tableaux qui ont quand même une énergie particulière, hein, qui s'en dégage, hein, quand vous regardez ces ciels, notamment, moi je sais que au niveau des peintures de Van Gogh, c'est ce qui me touche le plus, hein, c'est ces ciels. Il y a quelque chose d'un peu, on va dire, hors du commun quand même, hein. Au-delà du côté maîtrise de l'art, il y a une énergie particulière qui s'en dégage. Donc pour moi, voilà, c'est quand même un peu un signe qu'il avait un contact à l'âme qui était présent, mais il n'avait pas que ça. Il avait aussi sa part d'ombre, ses difficultés. Bon, là, il faudrait que je rentre dans l'analyse complète de son thème et c'est pas l'objectif. Mais oui, si on regarde un peu ses configurations en taureau, bon, il avait aussi ses propres, puis enfin, il a quand même pas mal d'eau aussi, donc le plan émotionnel était très fort chez lui. Donc voilà, pas mal aussi de difficultés avec une instabilité mentale. Donc voilà ce que je voulais vous dire comme illustration du fait que au niveau de l'âme, c'est Mercure qui gouverne le bélier. Le taureau. Le taureau, alors c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que selon les livres d'Alice Bailey, la planète qui gouverne l'âme dans le taureau, c'est Vulcain. Or, Vulcain n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas une planète qui a été identifiée. C'est une planète qui fait partie de nos récits de science-fiction et de la mythologie, hein, puisque le dieu Vulcain existe. Après, on se dit que si il y a le dieu, c'est qu'il y a forcément la planète quelque part. Et alors, il y a plusieurs théories. Soit c'est une planète mais qui est cachée, soit c'est une planète qui n'existe qu'en matière éthérique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un corps physique dense, elle n'existe que sur le plan de l'énergie, elle n'est pas incarnée concrètement. Alors, j'ai trouvé ce symbole pour représenter Vulcain. Je ne sais pas si c'est vraiment le symbole, on va dire, officiel, mais voilà. Donc ça, ici, c'est Vulcain. Et au niveau de la personnalité, bon, comme vous le savez, c'est Vénus qui gouverne le taureau. Donc, c'est un peu compliqué dans le sens où ben, Vulcain n'existant pas concrètement, il n'est pas placé dans le thème astrologique, mais il a quand même des qualités qui lui sont reconnues, hein, et ces qualités, c'est des qualités un peu on va dire, de destructeur. C'est une planète qui détruit ce qui fait obstacle à la lumière, ce qui est dense, qui est trop concret, qui est devenu rigide. Et les signes de terre ont besoin de ça. Ils ont besoin, en fait, et on va le voir pour la Vierge aussi, ils ont besoin de planètes qui, à un moment donné, leur permet de libérer ce qu'ils contiennent, mais qui est caché. C'est comme, on va dire, si on cherchait un diamant, mais que pour le chercher, bah, il faut casser la terre parce que le diamant, il n'est pas accessible comme ça. Et avec les signes de terre, on a ces idées-là de devoir voilà, sortir une pioche, creuser et peut-être même des fois au marteau-piqueur. Et c'est le rôle de planètes telles que Vulcain de libérer la lumière. Sur le plan de l'âme, les taureaux, ce sont les signes ce qu'on va appeler les dissipateurs de mirages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes dont le but spirituel, c'est d'amener des grandes vérités et de faire tomber ce qui a pu être peut-être vrai pendant un temps, mais qui ne l'est plus, ou ce qui était faux, mais qui était quand même entretenu ou qui passait comme des vérités. Donc, ils libèrent la lumière, et notamment la lumière de la vérité. Ils font travailler aussi tout le plan des désirs pour les faire évoluer, hein, parce que si on prend le désir, on commence avec les pulsions les plus basses, et puis, bah, après, il y a le désir égocentrique, hein, donc avec l'amour égocentrique. Donc, si j'aime quelque chose, je le veux pour moi et j'ai toutes les raisons de le vouloir, hein, voilà, et j'arriverai à mes fins, jusqu'à effectivement, voilà, s'élever sur un amour supérieur où, à un moment donné, on va se dire qu'on va rechercher le bien de l'autre, même si soi-même, on y retire, on va dire, rien de particulier, ou parfois même ça peut s'opposer à notre bien à nous, hein, ça peut, en tout cas, ce qu'on aurait aimé, ça peut aussi arriver. Donc, Vulcain est là pour libérer la lumière et donc amener plus de vérité. Si on ne peut pas positionner Vulcain, on peut quand même se dire que quand on est taureau, on peut se poser la question de savoir comment on peut, et dans quel domaine on peut libérer cette lumière-là. Donc, voilà, on peut regarder dans le domaine où on se trouve, discerner entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui peut-être contribue à entretenir certains mensonges, qui nourrit des désirs inférieurs et comment, au contraire, on peut élever ça.
Ça demande d'aller voir aussi bien la noirceur que la lumière, c'est-à-dire de ne pas être aveugle à l'un ni à l'autre. On voit aussi bien les aspects un peu sombres présents dans l'humanité, dans la société, dans les informations qui circulent, etc. Mais on voit aussi les aspects plus lumineux. On s'intéresse à aller au-delà des apparences parce que les signes de terre, leur premier, on va dire qu'ils sont plus sensibles à ce qui est concret, apparent, formel, et donc ils ont besoin d'aller voir ce qui est un peu plus caché au-delà des apparences. Donc cette notion aussi déjà de commencer par ouvrir les yeux et de développer une vision de plus en plus claire, et puis donc de cultiver ce goût de la vérité, de la rechercher, quel que soit, on va dire, quoi qu'il en coûte presque, et de pouvoir vraiment être dans cette dimension de la recherche de la vérité. Pas pour en mettre plein la vue aux autres, pas pour mettre le doigt en disant, ben là, tu vois, tu t'es trompé, nanana. C'est pas l'objectif, hein, sinon on est encore sur une démarche très égocentrique, mais c'est pour amener plus de juste, de vrai aussi dans ce monde. Donc voilà pour le bélier et le taureau. Je vais vous présenter les planètes maîtresses du Gémeaux et du cancer. Chez le Gémeaux, alors c'est intéressant parce que on a Mercure au niveau de la personnalité et on va retrouver Vénus au niveau de l'âme. Donc on a deux planètes qui sont très en lien avec le plan mental, donc le plan des idées. Et autant le Gémeaux mercurien, donc j'ai fait une vidéo sur Mercure en Gémeaux. Il y a ce côté très volatile, très facilement dispersé, très curieux, très intéressé par plein de choses, mais ça ne dure pas forcément bien longtemps. Donc, c'est le type du Gémeaux qui va passer d'une chose à une autre, qui va s'intéresser à plein de sujets, mais encore une fois, en restant peut-être un peu à la surface des choses, et aussi plus dans l'intellect, ou alors dans l'expérience, mais pas forcément dans une démarche de faire quelque chose de ce qu'il apprend ou de ce qu'il expérimente concrètement. Il ne va pas construire quelque chose à partir de ça. Et s'il a des intuitions, parce que Mercure va lui donner des intuitions, c'est pareil, il n'en fera pas forcément quelque chose de concret, il ne va pas les suivre. Ça va lui traverser la tête et, comme on dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est pas pour autant qu'il va les suivre. Vénus va venir stabiliser cela et amener de la profondeur. Il a aussi intérêt, le Gémeaux, pour bien aussi travailler avec ses qualités d'âme et avec Vénus, de chercher à acquérir le sens du but. Ça lui est donné par son signe complémentaire, qui est donc le Sagittaire. C'est-à-dire que, ok, je veux apprendre plein de choses, je veux m'intéresser à plein de choses, je veux avoir plein d'expériences. Par exemple, on a beaucoup d'acteurs qui sont du signe des Gémeaux, parce que enfin, le métier d'acteur, c'est quand même un métier qui permet d'endosser, on va dire, des personnalités, des rôles très différents, puisqu'on peut même jouer avec les époques, avec les costumes, avec tous les personnages très différents. Donc, on est vraiment dans une espèce, comme ça, en permanence de jeu de rôle. Mais si on veut aller plus loin, on va avoir un objectif on va avoir besoin d'un objectif clair pour canaliser cette capacité à s'adapter, cette curiosité, cette vivacité d'esprit. Donc, se dire au nom de quoi je vais m'intéresser à ceci ou à cela, ou qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, quelle est la direction que je vais suivre. Et à partir de là, il devient plus facile, en tout cas, d'approfondir un sujet, un centre d'intérêt, même s'il y aura toujours avec Mercure, comme je le disais, hein, l'âme travaille avec la personnalité, elle ne va pas s'y opposer, elle ne va pas chercher à l'écraser, elle va dire, OK, il y a cet intérêt à la diversité, à la variété, au changement, mais autant canaliser ça pour pouvoir en faire quelque chose de constructif et aller plus loin, plus en profondeur, voire développer peut-être une certaine expertise. Encore une fois, l'exemple de l'acteur, qui est celui qui, en ayant fait plein de rôles différents, peut à la limite arriver effectivement à jouer tous les rôles et à être reconnu comme un excellent acteur. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il est forcément au niveau de l'âme, mais c'est pour prendre une image. Donc, approfondir un sujet, un centre d'intérêt en continuant à s'intéresser, ou à relier les informations et chercher donc comme ça à organiser sa pensée, à avoir un côté un peu plus structuré. Il a besoin d'une structure bien souvent, le Gémeaux, ça lui fait défaut au départ, en tout cas si on n'a que Mercure comme planète le gouvernant.
au niveau du plan de l'âme, c'est le signe des messagers. Donc, hein, j'en ai déjà parlé, mais voilà, avec Mercure, il y a cette capacité à avoir des intuitions, à recevoir des messages des plans supérieurs. Mais même Vénus aide à ça, hein. Ça aide vraiment à s'élever sur les niveaux du mental supérieur. Alors, à partir du mental concret, puis après le mental sur lequel on va trouver l'âme, voire plus haut pour des personnes qui ont un mental le plus développé. Et donc, recevoir comme ça des messages, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'écrivains au niveau de l'expression, au niveau de transmettre des messages, d'écrivains, de conférenciers, de formateurs, enfin de gens qui sont dans l'expression, dans la communication, mais aussi des guérisseurs. Alors là, c'est pareil, je dirais que guérisseur, il faut le prendre au sens large. Autant on peut vraiment être dans le soin, le domaine de la santé, autant on peut guérir aussi d'une autre façon, qui n'est pas forcément voilà, la façon, on va dire, standard ou basique pour laquelle on entend cette notion de guérison. Déjà, on connaît la guérison aussi émotionnelle, mais il peut y avoir aussi des guérisons intellectuelles. Voilà, donc ça peut être à élargir cette notion de guérisseur. Je voulais vous parler en exemple donc d'un Gémeaux qui, selon moi, toujours avait un contact avec l'âme, de Jean Moulin, donc un fameux résistant de la Seconde Guerre mondiale en France. Donc Jean Moulin était donc Gémeaux, son soleil, c'est pas très visible, mais son soleil se trouve en maison 10, en Gémeaux. Et donc, sa planète, du coup, Vénus, hein, sa planète maîtresse sur le plan de l'âme, se trouve également en Gémeaux, mais en maison 9, tandis que Mercure, la planète qui gouverne la personnalité, se trouve, elle, en Cancer et en maison 10. J'ai bien dit Vénus en Gémeaux en maison 9, ouais, j'ai cru l'avoir dit en maison 10. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que travaillant avec Mercure en Cancer, il avait une sensibilité naturelle pour un côté un peu patriotique, hein. Le cancer, c'est le signe de la maison, c'est le signe de la famille. Donc, à un niveau, on va dire, premier, il avait des liens forts avec sa famille. Mais à un niveau déjà un peu plus élevé, c'est aussi ce sens de la patrie et de la défense aussi bien de la République d'ailleurs, hein, puisqu'il était attaché à la valeur de la République, mais aussi donc des Français, hein, tout simplement. Après, on peut l'étendre aussi, hein, avec toutes les personnes tous ceux qui étaient du même bord, si je puis dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avec son Vénus en Gémeaux en maison 9, il avait, selon moi, enfin après, bon, quand j'ai regardé sur Wikipédia, hein, on retrouve ça, il avait une dimension à guider. Il avait un peu quand même à servir à montrer une voie, quelqu'un qui a pu guider et montrer une voie. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de la résistance, il a dirigé le Conseil national de la résistance. Et avant cela, il a eu quand même beaucoup de fonctions au niveau, c'était un haut fonctionnaire. Donc, on retrouve ça avec son soleil en maison 10, hein. Donc, il a été vice-président de l'Association générale des étudiants quand il était donc lui-même étudiant. Il a été plusieurs fois sous-préfet, chef de cabinet, secrétaire général, préfet de l'Aveyron. Donc, il a eu comme ça des fonctions assez élevées. Donc, ça, on le doit sûrement à son soleil en maison 10 ainsi qu'à Mercure en cancer en maison 10. Mais il aurait pu, si je puis dire, hein, en rester avoir des fonctions comme ça un peu de dirigeant. Mais il s'est aussi beaucoup impliqué au niveau donc de tout ce qui était de la résistance, hein. Bon, il est mort à cause de ça d'ailleurs. Mais voilà, il a fait des études de droit, ça aussi, c'est souvent associé au Sagittaire et donc à la maison 9. Il avait aussi une passion pour l'art, pareil, on peut voir ça par rapport à la maison 9. Il était très doué en dessin, il a fait aussi beaucoup de caricatures. Et donc, au niveau de la résistance, pour donner un exemple, hein, donc il a participé à unir les différents mouvements de résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas été un travail évident parce que forcément, il y avait des clans selon les régions et chacun avait à sa tête un chef et certains voulaient conserver un petit peu leur pouvoir. Et donc, lui a été quand même celui qui a créé
un peu contraint et forcé aussi, mais qui a créé voilà, qui a rassemblé une espèce d'union, d'unité au niveau de la résistance. Donc, il était très proche aussi de Gaulle. Et à côté de ça, il a aidé clandestinement des Espagnols, des républicains espagnols, en leur envoyant des avions et des pilotes. Voilà, donc il avait ce côté aussi à, à aider d'autres pays qui étaient dans la même, si je puis dire, la même galère que la France à cette époque-là. Il a voulu s'engager hein, sur le terrain, quitter ses fonctions au niveau de l'État, mais ça n'a pas pu se faire. Donc il est resté quand même préfet, mais tout en étant préfet et en faisant ce qu'il pouvait à ce niveau-là, euh, il a, il s'est rapproché de la résistance. Et il a vraiment étudié quels étaient les besoins de la résistance en armes, en ressources, pour pouvoir comme ça aussi apporter ce qui était nécessaire. Voilà, donc c'était selon moi un exemple très, pour le coup, vénusien aussi, de ce côté un peu organisateur, un peu synthèse, et avec la Maison Neuve, de diriger et de faire du lien. Ben, c'est le Gémeaux aussi, hein, de faire du lien entre différents groupes de résistants, entre la résistance en France et peut-être la résistance dans d'autres pays. Donc voilà un exemple. Si on passe à présent au cancer, donc là, on voit que au niveau de la personnalité, c'est la Lune qui est la planète gouvernante. Je crois même que c'est la Lune voilant Neptune, selon les enseignements d'Alice Bailey. Mais au niveau de l'âme, c'est Neptune toute seule. Neptune, c'est une grande planète aussi de sensibilité qu'on peut comparer un peu à une antenne et qui va capter, qui peut capter aussi ce qui vient de plans, soit du bas, soit du haut. C'est comme une antenne, ça dépend dans quel sens on la tourne. C'est d'autant plus fort avec le cancer, les signes d'eau. Au départ, le cancer avec la lune, c'est quelqu'un qui va être très sensible à des dimensions assez traditionnelles de famille, de tradition tout simplement, hein, ce qui est un peu issu du passé et que l'on préserve, que l'on conserve, que l'on maintient. Euh, Ça en fait un petit côté, ça en fait souvent un signe assez conservateur. Alors évidemment, rien de mal en cela. Simplement, ça change complètement lorsque Neptune se trouve être la planète qui influence le porteur de l'énergie cancer, parce que Neptune va l'amener à se devenir de plus en plus sensible aux impressions de l'âme, à l'énergie de l'âme, aux qualités de l'âme. Et à ce moment-là, du côté un peu conservateur, rénovateur, on prend soin du passé, on l'entretient, on prend soin aussi de l'histoire, des objets du passé, on va avoir un cancer innovateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'intéresser aux possibilités et qui va, de par le pouvoir, on va dire un peu de captation de Neptune, lui aussi un peu comme le bélier, mais recevoir des idées pour vraiment, lui pour le coup, il va chercher à leur donner naissance. C'est ça aussi un peu la différence avec le bélier. Le bélier, il reçoit une idée, puis après, il la passe. Le cancer, c'est je vais créer une forme, ça peut être une théorie, ça peut être une invention, ça peut être voilà, un nouveau courant, encore une fois, quels que soient les domaines, peu importe, hein, c'est le signe des éducateurs au niveau de l'âme, donc il y a ce côté à éclairer, à éduquer pour montrer la voie guider vers des plans supérieurs. Donc, intéressant d'aller voir où se trouve Neptune lorsqu'on est cancer et de se demander si on ne peut pas, par le biais comme ça de la configuration de Neptune, chercher à développer cette sensibilité envers, ça peut être des inspirations, des idées qui proviendraient d'un plan supérieur pour peut-être influencer sa créativité professionnelle ou ce qu'on fait dans son quotidien, chercher à manifester ses qualités, davantage ses qualités d'âme et à intégrer aussi ses qualités d'âme. Donc l'innovateur au niveau de Neptune, le cancer, ne renie pas le passé, au contraire, son grand pouvoir, c'est de pouvoir s'appuyer sur les qualités aussi de la Lune et donc de l'aspect personnalité, pour pouvoir non seulement savoir ce qui est une innovation juste à apporter, mais de l'accompagner dans les meilleures conditions possibles, en sachant que oui, ça va passer parce que c'est quand même, ça peut s'appuyer sur l'existant, voire sur le passé. Il n'y a pas de rupture franche, on va dire, avec le cancer lorsqu'il y a des innovations. C'est assez différent à ce niveau-là du Verseau, qui lui peut être en rupture
nette du passé, le cancer, il fera en sorte d'arriver un petit peu à faire le pont entre les deux. Et donc, ça passe plus facilement. Il amène une innovation au moment juste, avec les conditions qui sont les conditions actuelles, en s'appuyant même sur la sagesse ou sur l'histoire ou sur les valeurs du passé. Et il crée de nouvelles possibilités à ce niveau-là. Il a aussi cette capacité assez extraordinaire de travailler avec le plan de l'imagination et de l'imagination créatrice. Et Neptune accentue ça. Autant avec la Lune, des fois, il y a le côté un peu trop rêveur, un peu déconnecté du cancer. Autant avec Neptune, l'imagination devient un vrai pouvoir de création. Et bon, ça, c'est une capacité aussi qu'a le cancer qui est assez unique. Voilà, j'aurais pu vous donner un exemple, mais ce serait trop, ce serait trop long. Donc, je vais continuer avec les deux derniers signes que je voulais évoquer dans cette vidéo. Moi, j'ai des traits noirs là, peu importe. Bref, le lion et la vierge. Alors, le lion a une particularité, c'est qu'il est gouverné par la même planète aux trois niveaux, c'est-à-dire au niveau de la personnalité, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit, c'est le soleil. Donc, ça en dit long d'ailleurs sur ce signe, c'est que c'est un signe solaire avant tout, le lion. Simplement, on ne va pas le traduire de la même façon lorsque le soleil de la personnalité et le soleil de l'âme brillent. Ça, c'est assez différent. On va dire que c'est un changement d'identité. Le soleil de la personnalité, ben, c'est le moi-je, c'est la personnalité qui brille, c'est la personnalité sur le devant de la scène qui aime être vue, remarquée, qui veut briller. Donc voilà, hein, paraître unique, différent, sortir du lot et qui va se donner les moyens d'y arriver. Donc on va avoir des personnes qui peuvent atteindre comme ça une réussite personnelle et être reconnues pour cela avec le signe du lion. Et lorsque l'on a l'influence du soleil sur le plan de l'âme, là au contraire, on va avoir des qualités du soleil qui sont des qualités supérieures où on va dire, c'est un peu cette idée que le soleil brille pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas la notion qu'une personne va être plus importante qu'une autre. Ce qui compte, c'est qu'on réussisse tous, si je puis dire. Donc, c'est se décentrer des clés d'évolution pour le lion, et ce qui ne sont pas évidentes, hein, parce que le lion, c'est quand même l'un des signes qui va être le plus centré sur lui, hein. Ben, il nous décrit la personnalité avec le fait de se considérer comme étant le centre de son univers, voire de l'univers, pour les plus narcissiques des lions. Donc, se considérer vraiment comme étant au centre. Et le soleil sur le plan supérieur va lui dire, mais en fait, c'est une responsabilité d'être au centre. Si tu brilles pas que pour toi. C'est donc développer aussi le sens de la responsabilité et considérer qu'une réussite qui est obtenue tout seul, c'est pas une véritable réussite, en tout cas pas du point de vue de l'âme. Et donc, c'est vraiment voilà, cultiver, mais vraiment chercher de cultiver cette identité supérieure qui est donc l'identité de l'âme. Et le lion va se sentir à un moment donné vraiment tiraillé entre ces deux identités, entre ce côté moi-je très personnel avec tous ses désirs et ses envies personnelles, hein, de réussite, de bonheur, de reconnaissance, enfin, tout ce qu'on voudra. Ça peut être du pouvoir aussi. Et puis, ben, l'influence de l'identité de l'âme qui, elle, aspire vraiment à pouvoir rayonner de plus en plus pour servir et alors je ne sais pas si on peut dire aider, mais en tout cas apporter, servir le plan et vraiment accompagner à l'évolution des êtres humains, mais aussi bah, des autres règnes de la nature. Donc, c'est vraiment pouvoir se dire, quand on a une personnalité, enfin quand on est lion, qu'on a une autre identité en soi que l'identité de la personnalité et que si on la recherche, elle va nous répondre et on va pouvoir sentir qu'effectivement, on a des qualités encore plus grandes, plus belles, que quelle que soit la réussite que l'on a pu obtenir sur le plan personnel, il y a autre chose au-delà de ça. Ça ne s'arrête pas là, parce que sinon, encore une fois, on est dans sa bulle, on est dans son monde, mais on réussit tout seul dans son coin. Donc, apprendre à penser en termes d'ensemble, de manière globale, c'est une voie d'évolution pour les lions. C'est le signe au niveau de l'âme des organisateurs politiques. Donc, ça veut dire en fait qu'ils sont faits pour être, si je puis dire, des dirigeants et travailler en exerçant un certain pouvoir. Mais c'est pareil, le pouvoir de la personnalité, le pouvoir de l'âme, c'est pas du tout la même chose. Le pouvoir de la personnalité peut être très écrasant pour les autres.
Le pouvoir de l'âme ne l'est en aucune façon, hein, c'est une responsabilité et c'est le fait de pouvoir apporter le meilleur et de pouvoir guider aussi vers le monde de l'âme. À ce niveau-là, je voulais vous donner l'exemple de Carl Gustav Jung, qui était donc alors que je ne me trompe pas sur ce qu'il était exactement, un médecin psychiatre suisse qui a été le fondateur de la psychologie analytique, la psychologie des profondeurs, et qui était justement, à mon sens, euh, un peu dans cet entre-deux, c'est-à-dire en tant que lion, avec son soleil, il a, il a d'abord commencé par s'intéresser à la personnalité. Il a vraiment étudié la psychologie sur le plan de la personnalité. C'était un disciple de Freud, donc il suivait les traces de Freud. Et après, il s'en est dégagé parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Puis je crois qu'il y avait aussi une mésentente sur le plan personnel. Et il va s'intéresser aussi beaucoup à la métapsychologie, c'est-à-dire que il va parler d'âme, il va parler de... Alors, je ne sais pas s'il emploie le mot âme, en tout cas, il emploie le mot psyché qui renvoie à l'âme. Et donc, vraiment, il est aussi un peu dans cette quête, quelque part, de l'identité humaine, qui est une identité d'âme tout en étant, bon après il a aussi ses propres bagages un peu lourds, de par Uranus en Lion, il y avait au niveau de sa personnalité une espèce de dichotomie. Il en parle lui-même en disant que c'est comme s'il avait deux personnalités en lui, mais pas forcément personnalité et âme, mais deux personnalités. Donc il était un petit peu lui-même voilà, assez tiraillé, mais à côté de ça, voilà, il s'est intéressé à beaucoup de domaines qui étaient au-delà de la psychologie strictement, hein. Il s'est intéressé à la philosophie, à la sociologie, à la critique de l'art, à la littérature. Puis après, il s'est intéressé aussi beaucoup au spiritisme et à l'alchimie, à des domaines, on va dire, qui font partie du paranormal, si je puis dire, mais qui le mettait dans sa quête hein, de ce qui est au-delà de l'identité, de la personnalité, qui retraduisait, à mon sens, hein, sa quête de l'âme. On lui doit beaucoup de concepts aussi, donc c'est là où on voit que sa créativité était forte, hein, le rayonnement du lion, hein, des mots qui sont rentrés dans le langage commun, même si on ne connaît pas Jung, comme l'inconscient collectif, les archétypes, les types psychologiques, les complexes. La synchronicité, hein, on parle beaucoup aussi de synchronicité, bah, tout ça on le doit à Jung, ce qui montre qu'il a quand même eu une empreinte et un rayonnement fort, avec, comme je le disais, cette quête aussi, cette quête de l'âme, bah, une forte passion aussi pour l'introspection. Bon, voilà. Donc, avec le fait que son soleil soit en Lion, maison 7, la maison de la balance, il y avait peut-être cette idée aussi d'arriver à faire coopérer les deux, la personnalité et l'âme en lui, de trouver un certain équilibre et de traduire aussi à travers la psychologie qu'il a amenée, hein, la psychologie des profondeurs, ce travail un peu de coopération, de ne pas opposer l'âme et la personnalité. Donc voilà. Et je vais en terminer là avec la Vierge qui, au niveau de la personnalité, est gouvernée par Mercure. Et si on veut travailler sur le plan de l'âme, on va trouver la Lune voilant Vulcain. Donc là, il y a un lien fort avec le taureau, hein. Comme je le disais tout à l'heure en parlant du taureau, les signes de terre ont besoin d'énergie, de planètes qui viennent un peu décristalliser, détruire les côtés un peu rigides, les carcans, la solidité enfermante quand elle est extrême de la Terre. Et donc la planète Vulcain réapparaît là avec la Vierge, la Lune symbolisant le côté justement très matière, très concret. Et, et, euh, et lorsque l'influence de cette configuration de la Lune en Vulcain se fait sentir, c'est-à-dire que le contact avec l'âme est en cours de développement, on va avoir chez la Vierge cette tendance à remettre en cause beaucoup de choses, c'est-à-dire remettre en cause des conceptions, des formes pensées, des valeurs, des représentations, des croyances. Donc, ce n'est pas une période forcément facile parce que c'est souvent une période de crise chez les porteurs de l'énergie vierge, mais c'est une période nécessaire parce que c'est là où il y a justement la destruction de ce qui enferme la conscience et de ce qui l'empêche d'évoluer. Donc ça fait partie du travail d'évolution pour un porteur de l'énergie vierge. Et ça va l'amener aussi à revisiter sa conception de l'amour et du service, parce qu'au départ, c'est très formel, c'est très concret, c'est très aussi personnel. Il va falloir qu'elle apprenne qu'il y a une perception, une conception beaucoup plus globale de ce qu'est l'amour et de ce qu'est le service. On n'est pas dans le fait de rendre service très concrètement, très formellement, mais voilà, peut-être accompagner des personnes à développer leur autonomie,
pas faire à la place d'eux, peut-être faire avec, et faire avec dans certaines limites, ne pas s'oublier soi-même, ne pas se sacrifier non plus. Enfin voilà, c'est tout un apprentissage par rapport à l'amour et le service qui se fait au fur et à mesure que le contact avec l'âme se développe. C'est aussi apprendre à discerner, ça j'aurais pu en parler aussi pour le taureau, entre les différents niveaux de désir, de besoin et de nécessité. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément à répondre aux désirs des uns et des autres, mais à se poser la question de ce qui est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qui est juste et nécessaire face à telle situation, face à telle demande. Voilà, c'est des questions de discernement aussi. Le signe de la Vierge sur le plan de l'âme gouverne le travail de la religion. Enfin, c'est le travail, les travailleurs dans le domaine de la religion. Alors, précisons aussi ce que veut dire religion. C'est pas forcément une religion au sens des religions classiques telles qu'elles existent. C'est vraiment au sens un peu étymologique du terme, c'est-à-dire religion, ça vient de, si je dis pas de bêtises, en latin religare. C'est la notion de se relier à ce qui est donc supérieur. Donc le rôle de la Vierge, c'est vraiment de relier à la partie supérieure qui est en nous et pouvoir donc relier la personnalité à l'âme et donc par ce biais-là, pouvoir détecter les besoins plus de l'âme que les besoins de la personnalité, là sans forcément nier les besoins de la personnalité. Ça, c'est aussi un autre travers de la Vierge dans les religions un peu fanatiques, mais vraiment voilà, d'être à l'écoute du plan supérieur pour pouvoir répondre aussi au niveau de la personnalité à ses besoins sur les deux plans. Donc voilà, j'en termine là avec cette deuxième partie, cette deuxième vidéo consacrée aux planètes maîtresses en psychoastrologie. Donc, ce sont les livres d'Alice Bailey. Et donc, il en reste une troisième pour terminer sur la présentation des 12 signes astrologiques, donc de la Balance au Poisson. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.